ça sera nous. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous présenter l'épisode 4 de mon podcast Demain, ça sera nous. J'ai eu la chance d'inviter Claude Montminy qui est venu nous parler de son métier avec passion. On a eu la chance aussi de tourner sur la scène de la pièce de théâtre Voleur d'occasion, une pièce de théâtre qui a été écrite par lui justement, puis elle est présentée sur cette scène à la Roche-Aveillon, qui est un resto-théâtre. Aussi, petit secret, je travaille à la Roche-Aveillon en tant que serveuse depuis 4 ans maintenant. Donc, si vous avez la chance de venir cet été pour manger et peut-être venir écouter la pièce de théâtre, bien, je vais peut-être avoir la chance de vous servir. Donc, je vous invite aussi fortement à venir écouter cette œuvre d'art parce que c'est tellement drôle, je l'ai vu et je capote à quel point c'est bon, c'est comique, c'est du bon temps aussi à passer en famille, entre amis, puis ça fait des bons sujets de discussion aussi. Donc, si jamais une petite envie vous pogne et vous avez envie de découvrir de nouvelles œuvres créées au Québec, ben, je vous invite à venir voir Voleur d'occasion. Donc, à la rocheaveillon.ca, vous pouvez commander vos billets sur le site Internet et sinon, venir en personne au guichet qui se trouve sur la terrasse à l'extérieur. Donc, sur ce, je vous parle pas plus longtemps qu'il faut et je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute! Donc, bonjour tout le monde! Bienvenue à l'épisode 4 de Demain, ça sera nous. Donc, aujourd'hui, je vous présente un nouvel invité, Claude Montminy, qui est un auteur. Donc, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton métier? C'est quoi, pour les gens curieux, comme moi aussi, je suis très curieuse à propos de ton métier. Auteur, en fait, c'est très large, là. Moi, j'écris pour... En fait, j'ai commencé au théâtre, puis maintenant, j'écris pour la télévision, puis j'écris des balados aussi. OK. Des balados de fiction, jeunesse surtout. Euh, donc... Ce que c'est le métier d'auteur, en fait, c'est juste inventer des histoires. Ouais. Puis trouver la bonne façon de les raconter. Parce que on peut avoir des bonnes idées, mais la façon de les raconter, pour que ça soit intéressant, captivant, ça fait aussi partie du métier. OK, super. Puis, admettons, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, d'où c'est venu de faire ce métier-là? Est-ce que tu savais que tu voulais faire ça depuis que tu étais jeune? Pas du tout. Pas du tout, OK. Vraiment pas du tout. Ben, mes parents ont toujours eu beaucoup de livres à la maison. OK, super. Tu sais, avec le recul, quand j'y repense, je pense que mon père a été une influence parce qu'il nous racontait beaucoup d'histoires. OK. Non, tu sais, moi j'ai fait un bac en sciences politiques. OK. Et j'avais pas fait de théâtre avant, rien. Là, tu sais, j'ai toujours été fasciné par le cinéma. J'ai toujours adoré le cinéma. Mais tu sais, j'avais pas fait de théâtre, rien, jusqu'à ma 2e année à l'université. Puis là, il y a une amie qui m'a comme invité à aller faire une audition pour une pièce. Je suis allé, puis j'ai eu le rôle. OK, J'étais wow. très surpris, j'ai eu le rôle. Puis là, je me souviens vraiment du premier soir, quand on a fini la pièce, puis c'était un drame, c'était lourd, c'était tragique. Puis quand la pièce a fini, il y a comme 200 personnes qui se sont levées d'un bloc, puis qui ont applaudi. Je sais que c'est pas super simple de vivre pour ça, mais sur le coup, ça a donné une espèce de rush que je pense que j'ai continué à chercher après ça, tu sais. Et donc, à partir de ce moment-là, mettons 2e année, j'ai commencé à faire un petit peu plus de théâtre. Après mon bac, que j'adorais, mais je savais que je ne travaillerais pas là-dedans. Fait que là, j'ai pris des cours comme comédien d'abord. OK. Puis, j'ai joué pendant un petit bout de temps. Puis, à un moment donné, ben, les les premières personnes que j'ai rencontrées, c'était des gens qui faisaient du théâtre d'été. Super, fait que moi j'aimais ça la comédie, fait que je me suis embarqué avec eux, j'ai fait un peu de ça, puis mon réseau était là. Puis à un moment donné, on cherchait des pièces, puis j'ai fait, je pense que je serais capable de faire ça, tu sais. Fait que la première que j'ai écrite,
c'est une adaptation d'un texte français, d'une pièce de Feydeau. Puis je me disais, tu sais, il n'y a plus de droit d'auteur là-dessus, fait que je vais comme la québéciser, tu sais, puis je vais présenter ça, tu sais, puis en disant là, que ça vient de Feydeau, là, tu sais, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais tu sais, puis là, je vais jazzer un peu autour de ça. Puis finalement, je fais comme l'adaptation, puis je m'aperçois que ça dure juste 45 minutes. Je fais, ah non, il va falloir que j'écrive pour vrai quelque chose pour que ça fasse genre 1 heure et demie. Ouais. Fait que finalement, j'ai comme doublé la grosseur. La pièce, le projet a été accepté dans un petit théâtre comme semi-professionnel. Puis la pièce était vraiment, vraiment plate. C'était vraiment poche. Puis, mais malgré ça, j'étais dans la salle et puis je faisais, ah ouais, ok, c'est cool quand même. Les fois où les gens riaient de choses que moi j'avais ajoutées, je faisais, ah ouais, ok, je pense que ça, j'aime ça. Je trouve ça le fun d'avoir créé ça, ce monde-là, tu sais, d'être parti, ben là, il y avait une base, tu sais, mais après ça, d'avoir imaginé d'autres choses, puis euh, de créer des réactions chez les gens. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Puis j'ai écrit une pièce l'année d'après, puis par plein de hasards différents, qui a été jouée au Théâtre Lafrenière à Québec, qui était une institution en théâtre d'été. Puis à partir de là, ben, ça a commencé. Après ça, j'ai continué à écrire des pièces. Mais tu sais, toujours en ayant dans l'idée que j'aimerais écrire pour la télé et le cinéma un jour. Oui. Oui. Fait que là, je suis rendu à la télé, puis j'aimerais ça, écrire pour le cinéma à un moment donné. OK, mais wow, mais c'est un beau parcours. Ouais, Puis oui, comme tu dis, c'est vraiment le fun de voir que tu peux mettre un imaginaire en vie sur scène, puis de le voir comme... C'est vraiment comme de mettre un rêve en réalité, tu sais. C'est comme de voir, tu sais, tes propres personnages en vrai, puis de voir que le public, il embarque dans tes folies, dans ton imaginaire, dans ton monde. Fait que c'est vraiment fou. Puis... tu sais, t'as écrit la pièce de théâtre Voleur d'occasion qui est présentée cet été à La Roche-Aveillon, le théâtre de La Roche-Aveillon 2025. Puis j'ai la chance d'être employée ici puis de faire les portes. Puis à chaque fois que j'écoute la pièce de théâtre, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment contente de le revoir puis de voir vraiment tous les petits détails puis d'en rire encore. Puis à la fin, mon moment préféré, c'est que quand les gens ils se lèvent que les comédiens sortent de leur personnage puis qui font leur salut, je trouve que c'est un moment magique. Puis on dirait que je le ressens, c'est beau à voir le théâtre, puis c'est le fun qu'il y ait des gens comme toi qui mettent ça en lumière puis qui continuent à faire ça en 2025 parce que c'est beau les arts, puis c'est beau... C'est moi ce qui me... Tu sais, le monde change vite ces temps-ci. Les nouvelles technologies, c'est la COVID qui a fait que les gens sont restés beaucoup chez eux, puis il y a des gens qui sont pas vraiment ressortis, qui sont comme équipés, mettons, oui, c'est puis ça, qui restent chez eux, c'est ça. Mais je pense avec le recul, surtout quand tu me dis des choses comme ça, que il y aura toujours de la place pour des spectacles vivants. Oui. Qu'il y aura toujours de la place pour avoir des gens dans une salle qui regardent d'autres personnes en chair et en os faire quelque chose devant leurs yeux, sans qu'il y ait avec le danger que ça propose, tu sais, des comédiens, à chaque soir, il peut arriver quelque chose, on ne sait jamais. Chaque représentation est différente. C'est impossible de faire la même représentation. Fait que les gens qui viennent, ils ont chacun leur spectacle quasiment privé, tu sais. Unique. Unique, absolument. Puis, il y a de quoi dans ce thrill-là, tu sais, que ça soit un truc unique. Puis, le fait que ça rassemble des gens dans une salle, ça, je trouve ça formidable aussi, tu sais. C'est facile maintenant de rester chez nous, tu sais, puis de voir les gens à partir de notre maison, mais je trouve qu'il y a quelque chose dans le vrai contact humain, là, de rencontrer du monde pour vrai, d'être capable de se donner une bine, de se jaser, de se en personne, puis le théâtre, ça force ça un peu, tu sais. Ça rassemble. Ça rassemble les gens, puis ça donne une excuse des fois pour dire « Hey, ça fait longtemps qu'on s'est vu, on va-tu voir, on va-tu manger à Roche, puis on va voir la pièce après, ça serait le fun. » Puis, fait que ça provoque ces rencontres-là. Je me souviens de, quand ma première pièce, dans le fond, qui est Voleur d'occasion, ma première vraie pièce que j'ai inventée, qui a été jouée au Théâtre Lafrenière, c'est Voleur d'occasion. Quand je sortais des fois après les représentations, puis ce qui me faisait le plus plaisir, c'était de voir des groupes de personnes qui étaient devant la porte, qui jasaient, puis qui se donnaient des nouvelles, ou des fois qui parlaient de la pièce, puis qui disaient « Ah, ils sont donc ben niaiseux, puis telle affaire, qui ont tellement ri. » Ça, je me disais « Ah, ça c'est le fun. » Tu sais, ce que je fais là, ça rassemble le monde. Parce que des fois,
comme auteur, tu es aussi dans la position inverse de dire hey, mais que c'est futile ce que je fais, tu sais. Ma soeur est professeure au primaire, là, tu sais, elle a enseigné, elle a formé des dizaines, de centaines de jeunes là, à la vie. Puis moi, je compte des jokes. Que, tu sais, je, des fois, j'avoue qu'on pense à ça comme auteur. Ouais, non, je comprends, mais tu sais, c'est quand même un métier important, là, comme tu dis, ça aide à rassembler, à créer des nouvelles discussions. Ouais. Moi, j'entends souvent les gens parler de la pièce, puis c'est donc bien bon, l'acteur est donc bien drôle, puis vraiment, que c'est vraiment le fun. Puis, t'as commencé à partir de quel âge à vraiment être auteur? Ben dans le fond, la pièce que j'ai adaptée, c'était en 2004. Puis donc, euh, j'avais genre fin de la vingtaine, peut-être. OK. Donc, ça fait 19 ans environ que... Ça fait ouais, ben là, j'ai 47. OK. Je sais, j'ai l'air beaucoup plus jeune que ça, mais j'ai 47. Et, ouais, donc c'est ça, mettons fin vingtaine. Fait que tu sais, j'étais un peu arrivé sur le tard parce que j'ai pas fait de conservatoire ou Ouais. d'école de théâtre. Puis donc, je suis arrivé un petit peu par la bande, par le théâtre d'été. Puis après ça, ben, tu sais, j'avais pas fait non plus d'école pour écrire à la télé. Fait qu'en 2007, je suis retourné à l'école. Je suis retourné à l'université, puis j'ai fait une maîtrise en littérature. Parce que là, justement, je me sentais tout seul dans mon coin. Tu sais, l'écriture, ça peut être vraiment quelque chose de solitaire, Ouais. ce que des fois on cherche, mais à la longue, je me mettais à douter, parce que je me disais, tu sais, en fait, je ressentais le besoin de parler à d'autres auteurs Oui. pour valider des affaires, pour tu sais, comprendre si tout le monde vivait la même chose. Puis ça m'a permis ça. OK, super. Puis, parce que dans chaque métier, on adore notre métier, mais il y a tout le temps de quoi qu'on aime moins, de quoi qu'on aime plus. Qu'est-ce que tu pourrais dire que tu aimes le plus dans ton métier d'auteur? Que j'aime le plus. Bonne question, hein? Excuse-moi pour le blanc en balado, Aucun c'est poche. problème. Je dirais que la faire donner des émotions aux gens, faire réagir les gens, tu sais, les faire rire aux éclats ou les faire avoir envie d'écouter le reste, tu sais, d'être sur le bout de leur siège puis d'avoir envie d'écouter, de ne plus penser à rien, qui décrochent, qui vivent ces affaires-là. Je pense que ça, c'est ce que j'aime le plus. C'est vraiment raconter l'histoire. OK. Euh, Être un conteur, c'est ça. Puis ça, je pense que c'est ça que j'aime le plus. J'imagine que tu vas me demander ce que j'aime le moins. Oui. Je dirais l'insécurité. OK. Tu sais, je finis toujours par l'insécurité financière, en fait. Oui. Ben, qui vient avec ça aussi de quel va être le prochain projet, puis est-ce que ça va fonctionner. Mais c'est sûr que quelqu'un qui a de la difficulté à vivre cette insécurité-là, c'est peut-être pas un métier pour eux. OK. Parce que dans le fond, je finis toujours par faire des années correctes. Là, Ouais. je peux pas te payer l'hypothèque. Là, bon. Je suis pas riche, je suis pas rien, mais pas pauvre non plus comme la gale. Là, sauf que je m'en rends compte juste à la fin de l'année. À chaque fois, quand je fais mon rapport d'impôt, je me dis ah, OK, finalement, ça n'a pas été si pire. Parce que pendant toute l'année, on est en train de penser à ça va-tu être suffisant ou je vais-tu. Là, j'ai un projet qui arrête, là, j'en ai pas d'autre après, comment je vais faire, tu sais. Puis il finit toujours par arriver quelque chose parce que parce qu'on se met à proposer, on se met à chercher, puis mais de ne pas savoir 6 mois d'avance si on va avoir des revenus, c'est difficile. C'est difficile aussi pour avoir une famille, acheter une maison, tout ça, le fait que ça soit imprévisible, disons que c'est ça qui est le plus tard. Ouais, OK. Puis, est-ce que, mettons, tu as un plan B
Tu sais, quand tu as commencé à être auteur, t'as-tu dit, il me faut un plan B, je vais aller faire mes études en autre chose pour avoir un plan B, ou c'est vraiment auteur, plan A? Ben, je me suis toujours empêché d'avoir un plan B. OK, Parce que je me disais, si j'ai un plan B, un jour, je vais flancher, puis au plan B. je vais retomber sur mon plan B. Puis je me disais, si j'ai pas de plan B, je vais être obligé de me botter les fesses, puis Travailler. d'y travailler, puis d'y arriver. Puis, puis je pense que c'est ça qui fait que je finis par gagner ma vie aujourd'hui comme auteur. Euh, mais je dis ça, puis en même temps, ben, je suis aussi producteur Ouais. de théâtre. Fait que, tu sais, mes revenus viennent pas tous de mes droits d'auteur. Puis avec le temps, on développe euh, plein d'autres aptitudes connexes. Ouais. Tu sais, je suis devenu bon en graphisme parce qu'il a fallu que je fasse du graphisme pour plein d'affaires. C'est ça, de la gestion d'un organisme à but non lucratif ou même tu sais, d'une entreprise en général, je pense que je serais correct. Tu sais. Euh, Fait que si jamais, je sais pas, je devais complètement arrêter, ben je pense pas que je serais mal pris. Je serais bien triste, mais je serais pas mal pris. Oui, OK, mais c'est bon de voir que tu tiens vraiment à ton plan A puis tu veux vraiment mettre tous les efforts parce que c'est ça que j'essaie aussi de faire valoir à la future génération que quand on a un rêve, on peut y arriver puis on peut vraiment mettre toutes les bouchées doubles puis vraiment de suivre le petit instinct intérieur. Fait que, ouais, c'est vraiment beau. Je suis bien d'accord. Je suis bien Ouais, d'accord avec toi. Je, moi, à mes filles, je dis toujours que faut que, peu importe ce qu'elles vont faire, faut qu'elles aiment ça. oui, Faut juste, tu sais, puis on a le droit de changer d'amour dans une vie. Et des fois, tu aimes quelque chose pendant un bout de temps, tu le fais, puis à un moment donné, tu tombes en désamour, tu as le goût de changer de chant. Fine, il n'y a aucun problème euh, parce que faut que tu aies du plaisir pendant que tu le fais. Parce que chaque job a leur côté justement négatif, comme on parlait il y a quelques secondes. Puis euh, pour endurer ça, il faut que tu aimes assez ton travail pour être capable de dire, ben c'est pas grave, je passe par-dessus ça ou je suis capable de vivre avec parce qu'au jour le jour, j'aime ce que je fais. Puis j'ai, je vais pas au travail à reculons la majorité du temps. Des fois. je pense que ça arrive à tout le monde, ça, Ah même si oui, on aime notre... absolument, absolument. Puis c'est pas, tu sais, c'est pas parce qu'on a un travail qui a l'air trippant de l'extérieur, là, tu sais, travailler dans le monde du spectacle, tout ça, c'est pas Oui. parce que ça a l'air trippant que ça l'est tout le temps. Non, non, vraiment pas. Ah, il y a vraiment des journées que c'est tough. Oui, Il y a vraiment des journées que c'est désagréable, là, tu sais. Il y a plein de choses, comme dans n'importe quelle entreprise, là, tu sais, il peut arriver n'importe quoi, des relations de travail, des oui, problèmes financiers, des fournisseurs qui sont pas fiables. Donc, c'est vraiment pareil. Tu sais, il n'y a, il y a pas de différence que tu travailles en art ou que tu travailles, je sais pas moi, sa construction dans c'est une ça, usine. Là. c'est ça, exact. Il y a plein de, il y a plein de choses que toi, tu changes aussi dans la vie. Il y a C'est des choses ça, exact. que tu découvres. Parce que, tu sais, quand t'as 15 ans, puis il faut que tu décides. Je savais pas, moi non plus, j'avais aucune idée. Tout ce que je savais, c'est que j'aimais pas les mathématiques. Moi non plus, j'aime pas ça. J'étais, ben, pas nécessairement que j'aimais pas ça, mais même encore aujourd'hui, je catch pas. Je comprends pas les mathématiques. J'ai plein d'autres qualités, mais ça, je comprends pas les mathématiques. Pour moi, c'est comme la musique, là. C'est comme des langues que je ne saisis pas. Mon cerveau est pas branché pour ça. Je, je- fait que, Mais fait pour que être artiste, hein? mais, tu sais, il y a cette chose-là, là, tu sais, de quelque chose qui est comme inné, là, je veux dire, c'est dans notre, on est inné comme ça, là, je Ouais. veux dire, je pense pas que mes parents ont fait quelque chose de spécial Non, quand ils non. étaient jeunes pour me faire pas comprendre Les la maths. musique puis les maths, là, tu sais, fait que, on est né de même, fait qu'il y a une partie de nous qui dans notre ADN, tu sais, qui guide un peu vers quoi on va dans la vie après, puis, puis après ça, tu sais, quand on doit faire des choix à l'école, puis qu'on a 14, 15 ans, puis on a juste, dans le fond, là, une dizaine d'années de vie éveillée, là, tu C'est sais. ça.
sur quoi se baser. Puis ces années-là, c'est beaucoup des années qu'on a passées avec nos parents. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous viennent de nos parents. Notre personnalité est pas, se forme tranquillement, tu sais. Exact. Fait que j'ai toujours trouvé que faire des choix à ce moment-là, c'est des choix professionnels, c'est beaucoup trop tôt, tu sais. C'est ça. Puis le, puis je trouve que ça fait que les gens se spécialisent trop. Ouais. Trop et trop tôt. Puis ça fait que c'est un petit éditorial, mais je trouve que il manque d'enseignement général. Oui. Tu sais, que tout le monde ait les mêmes bases sur tout. Tu sais. Puis dans plein de petits domaines, tu sais, que tu as des petites bases en botanique, en architecture, tu sais, juste pour te démêler dans la vie, là, tu sais. Oui, c'est ça, exact. Puis quand tu as touché à toutes ces petites affaires-là, là, tu es capable de dire, oh, ça, justement, les plantes, j'aime ça. Je pense que j'aimerais ça, tu sais, continuer là-dedans. Puis là, tu as eu une espèce de coup d'œil général sur de nombreux champs d'activité. Fait que tu peux, après ça, choisir plus intelligemment. Mais c'est ça. Je trouve qu'on doit se spécialiser trop tôt maintenant. Oui, exact. Et je suis bien d'accord. Puis c'est pour ça que genre je veux créer ce podcast-là en but de peut-être faire une petite différence ou d'aider les gens qui sont curieux, curieuses, puis qui connaissent pas, mettons, le métier d'auteur. Puis, tu sais, peut-être, tu sais, moi, auteur, dans ma tête, à quoi que je pense tout de suite, c'est auteur de livres. Ouais. Mais il y a tellement auteur de théâtre, auteur cinéma, auteur à la télé. Puis j'ai appris ça aussi parce que j'ai étudié en cinéma. Fait que j'ai appris que il y a plein de métiers pour tous. Donc, c'est le fun que tu parles que tu es auteur, pas juste en train d'écrire des livres, là, vraiment. Non, puis même, je te dirais, ça peut être plus large que ça. Tu sais, des gens peuvent, par exemple, écrire des livres d'histoire. Oui. Ils peuvent écrire des essais, des romans, ça c'est juste en livre, mais tu sais, il y a tous les métiers de la communication, tu sais, les journalistes, les scripteurs, les gens qui rédigent les discours des politiciens, il y a tous les métiers de rédaction, tu sais, les sites Internet ou Internet en général demandent beaucoup de contenu, fait que plein de gens qui vont peut-être être remplacés par l'intelligence artificielle. En tout cas, pour l'instant, plein de gens ont besoin d'écrire puis de fournir leurs médias sociaux ou leur site Internet. Donc, c'est tous des métiers. Pour quelqu'un qui aime l'écriture, c'est tous des métiers qui sont pas nécessairement connus, mais qui existent. Oui, exact. Puis, quelle valeur que tu dirais que admettons, quelqu'un voudrait faire ton métier d'auteur, OK? Puis, quelle valeur que tu conseillerais à cette personne-là d'avoir pour y arriver ou pour se lancer dans ce métier-là? Je pense qu'il faut avoir de l'empathie. OK. Quand on écrit des histoires sur les autres, je pense que c'est ça la principale qualité, valeur qu'on doit avoir, parce que on doit être capable de se projeter dans quelqu'un d'autre, un personnage, ou même si tu écris quelque chose sur un personnage qui a existé, être capable de te projeter puis de te mettre à sa place, de vivre à sa place les choses pour que ça soit le plus sincère possible, le plus vrai possible, puis que ça sonne vrai quand les gens vont le lire, t'sais, que ça n'ait pas l'air fabriqué. C'est ça. Fait qu'être capable de comprendre pourquoi même les gens qui font qui posent des gestes niaiseux, des gens qui commettent des crimes, les gens qui font des gestes incompréhensibles, faut être capable de se mettre dans leur peau puis d'essayer de comprendre comment on peut en arriver là. Pas d'excuser, là, mais de comprendre le petit chemin de comment on peut en arriver là. Puis après ça, ça nous permet de raconter cette histoire-là de comment, par exemple, on devient
cette personne-là. Ou quand on a ce genre de passé-là, comment on réagit après ça quand on est mis dans une situation sociale, comment on réagit quand on est invité, je sais pas, à un gros party de Noël chic. Ouais. Comment on réagit à ce moment-là. Fait que, ouais, je dirais que c'est la principale qualité. Tu parlais de valeur plus, mais qualité, je pense que c'est ça. OK, parfait. Puis c'est comme aussi d'être un peu proche de nos émotions. Oui. Oui. OK. C'est sûr dis-moi que... si je me trompe, mais tu sais... Non, comme... mais non. OK. C'est sûr que... C'est sûr qu'il faut être à l'écoute. Il faut être humble. Même s'il y a beaucoup d'auteurs qui ne le sont pas. Mais moi, je pense que oui, il faut l'être. Parce qu'étrangement, plus souvent, on finit par parler de nos défauts, nos petites bébites. Puis, même dans des pièces où les personnages, même dans des pièces comme Voleur d'occasion ici, il y a des petites affaires de moi là-dedans. Mais oui, c'est sûr. Fait que puis je voulais pas. Je voulais pas. Ah, OK. Pour moi, c'est jusqu'à récemment, là, je voulais pas que mes pièces comment je dirais, soient inspirées de ma vie. OK. Je voulais voir si j'étais capable de faire ça, d'inventer quelque chose qui est complètement séparé de moi. OK. Finalement, oui et non, parce que finalement, il y a plein d'affaires qui viennent de moi. Ta petite signature. Ben oui, tu sais, mettons dans Voleur d'occasion, le personnage principal de Jambon, il mange tes émotions. Oui. Ouais, aussi. Ah ouais? Oui. Il n'y a rien de mieux qu'un petit bol de céréales quand ça va pas, là. Fait oui. que... mais pourtant, ça paraît pas trop, donc... Ah oui, mais là, je me rentre la vente depuis tantôt, je vais sortir ça, c'est fini, là. Non, mais... Fait que c'est ça, finalement, tu sais, tu piges des affaires en toi, puis... tu piges dans ton imaginaire un peu, veux pas. Oui, c'est oui, naturel. Puis il y a un moment donné aussi où on finit par produire un gros volume. Tu sais, quand ça fonctionne, on finit par produire un gros volume d'histoires. Puis faut finir par s'inspirer de quelque chose à un moment donné. Exact, c'est Puis ça. des fois, t'as pas le temps, tant que ça, d'aller très loin, de réfléchir, puis d'explorer des affaires qui sont très profondes. Fait que tu prends les premières choses qui viennent. Puis souvent, les premières choses qui viennent, ben, c'est des choses qui sont dans ta vie à toi, ou dans la vie de tes amis, des trucs qui te seront racontés, ou des trucs que tu as vus récemment. Fait que, forcément, c'est ça. Ça finit par nous ressembler un peu. Puis, admettons, pour revenir à Voleur d'occasion, est-ce que tu voudrais un peu nous en parler pour le public qui peut-être ne sait pas d'où sort cette pièce de théâtre-là? Qu'est-ce qu'elle raconte, sans dire le punch, bien sûr, hein, parce qu'on vous invite à venir la voir à la Roche-à-Veillon jusqu'en août? Jusqu'au 31 août cette année. OK, super, 31 août 2025. 2025. Ben en fait, Voleur d'occasion, c'est comme ma première vraie pièce que j'ai inventée au complet. Okay. Puis, il y a beaucoup... C'est comme un condensé de tout ce qui me fait rire. Okay. Parce que c'était la première fois que j'écrivais quelque chose à partir de juste ce que moi j'aimais. Fait que j'ai comme tout mis. Puis, fait que, tu sais, il y a des influences de plein de films, par exemple, parce que ma formation est plus de cinéma. Donc, j'ai vu beaucoup plus de films que j'ai vu de pièces, puis j'ai étudié beaucoup plus le cinéma que j'ai étudié sans aller dans une école, là, le théâtre. Et, fait que, tu sais, il y a comme des accents du dîner de con, de plein d'autres trucs que j'avais vus à l'époque, d'une pièce qui s'appelle Cheech, aussi une pièce de théâtre de François Letourneau, celui qui a fait C'est comme ça que je t'aime. Fait qu'il y a plein d'influences là-dedans. Fait que dans le fond, c'est l'histoire d'un propriétaire de garage, qu'on voit ici, qui s'appelle Denis Rouleau. Et lui, il y a des gros problèmes de jeu. Donc, il perd beaucoup d'argent, puis il a fait l'erreur d'emprunter de l'argent à un bandit qui s'appelle Cougar. C'est son surnom, là, Cougar. Et là, Cougar veut avoir son argent. Fait que Denis, pour payer Cougar, décide de frauder les assurances en organisant un faux vol de voiture. Fait qu'il... Et là, c'est sa première erreur
de plusieurs, il demande la faveur à ces garagistes. Alors, les deux personnages principaux, finalement, Jambon et Patepou, qui sont une espèce de duo comique classique, là, le grand mec sec puis le petit drôle, là, Ouais. plus naïf. Et à partir de là, tout dérape, tout va mal. Ils ont de la difficulté à faire le vol, ça marche pas bien. Après ça, l'inspecteur des assurances s'en vient. Pendant ce temps-là, il y a une histoire d'amour qui se développe entre la fille du garagiste puis un autre des personnages. Donc, et ça finit en apothéose. Ouais. Oui. On ne dira pas c'est quoi. Non, c'est ça. T'avais juste à venir la voir. Exact. Puis, d'où c'est venu de créer cette pièce-là? C'est quoi la petite étincelle que tu t'es dit, ça va être ça, ça, ça? Je voulais écrire un drame. OK. Pour vrai, là, je voulais écrire un OK. drame qui une espèce de drame, justement, c'était inspiré de... Je venais juste de voir la pièce Cheech OK. de François Letourneau. Puis, c'est comme deux petits bandits, là, tu sais, qui sont poches, puis ils ont de la misère, il n'y a rien qui va bien. Fait que moi, j'aimais beaucoup cette espèce d'ambiance-là. Puis, fait que j'ai réfléchi à des idées. Je me souviens, je pensais à des idées à un moment donné ça se passait dans il y avait une question d'une mine d'or, puis il y avait des... En tout cas, c'était allé vraiment dans plein de directions. Puis, pour vrai, je me souviens pas exactement comment ça en est venu à être dans un garage. Mais je me souviens que les personnages sont arrivés assez tôt, d'appeler Jambon, ben en fait c'est Jean Bonneau son nom, puis Ouais. tout le monde l'appelle Jambon, ça je trouve ça drôle. Puis c'est des personnages que j'aime en plus de ça parce que j'ai écrit une autre pièce après avec ces deux personnages-là. OK. C'est un peu une suite, mais pas. Tu sais, Ok. j'avais juste le goût comme de retrouver ces personnages-là, puis Oui. de réécrire quelque chose avec eux autres, les remettre dans une situation où ça va pas bien, puis de voir comment ils se débrouillent mal. Et donc, c'est ça. Donc, eux autres, ils étaient là depuis le début. Fait que c'est ça. Je pense que c'était l'idée d'avoir une espèce de petit crime, de voir comment ces gens-là s'en tiraient. Puis, fait que je voulais faire un drame, puis vraiment rapidement, je me suis aperçu que tout ce que j'écrivais, c'était drôle. OK. Puis que fait que j'arrivais pas à faire autrement. Fait que finalement, j'ai fait, je vais écrire une comédie avec ça, tu sais. Ben oui. Puis c'est correct parce que je pense que ça finalement, ça cadre plus avec ma vision de la vie, tu sais. Oui. Tu sais, la comédie, c'est un point de vue, dans le fond. Parce que toutes les histoires qu'on raconte dans des comédies, dans le fond, c'est des drames, tu sais. Si on enlève, tu sais, je sais pas, mettons, justement la pièce, là. Mais tu sais, le voleur d'occasion, le jeu pathologique, là, c'est grave, là. Mhm. Oui, oui. Il y a des gens qui s'en sortent pas, il y a des des familles qui sont brisées avec ça, puis fait que, soit si je voulais faire un drame, ben aujourd'hui, je pense que je serais capable de faire un drame sur, tu sais, ce gars-là, comment il essaie de s'en sortir, est-ce qu'il s'en sort ou non, puis de parler, de voir, par exemple, les effets du jeu pathologique sur la famille, sur les amis, sur le milieu de travail, sur lui, sur son estime, tout ça. Mais tu peux aussi prendre le point de vue de qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans. Puis d'aller, mettons, à l'excès, de voir comment quelqu'un de malhabile gère ce genre de problème-là. Puis, c'est ça. Puis c'est, tu sais, je sais pas, c'est peut-être un mécanisme de défense, d'être capable de voir ça, le côté ridicule Mhm. des choses, puis le côté trop gros, le côté trop dramatique, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est un point de vue. Donc ma première pièce, j'ai voulu au début la faire en drame, mais finalement, Ça a tombé ça a été plus comédie. humoristique que dramatique. Mais quoi que, tu sais, c'est quand même un drame de vouloir, tu sais, voler des voitures, puis tu sais, d'avoir un Oui. problème de jeu d'argent. Fait que, tu sais, c'est juste un drame viré en comédie, tu sais, Ouais, c'est ça. c'est Des fois, je me dis que des comédies, c'est des drames drôles. Tu sais, c'est juste. C'est ça, exact, c'est ça. Tu
Tu sais, justement, on parlait du dîner de con tantôt. Moi, je trouve que c'est la meilleure comédie, une des C'est meilleures ça, comédies oui, qui s'est faite. Mais c'est ultra dramatique. Oui, oui, effectivement. Ultra dramatique, là, tu sais, des gens riches et pédants qui invitent des gens qui sont démunis pour rire d'eux autres. Mais Oui. ça n'a pas de bon sens quand c'est dramatique. Mais lui, l'auteur, Francis Weber, il a décidé de voir ça autrement, puis de revirer ça, puis de rire des Ouais. gens qui organisent ça, ce dîner de con-là. Fait que je trouve ça génial, je trouve ça... Tu sais, ça passe autant, tu sais. Oui, c'est ça. Puis on comprend autant que comment ça n'a pas de bon sens, cette idée-là. Puis ça nous fait du bien même que, les gens qui organisent les dîners de cons se fassent ridiculiser à leur tour. Exact. C'est vraiment, c'est cathartique, là, ça fait du bien. Fait que je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans la comédie, tu sais, d'être capable de rire des gens qui normalement gagnent dans la vie. Oui, c'est ça, de revirer la situation Ouais, de bord puis de voir d'un autre sens. d'un exactement, autre exactement. angle. Ah, super. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler, Claude, de comment on devient auteur? Bonne question, parce qu'en fait, il y a plusieurs chemins pour devenir auteur. OK. À la base, là, tout le monde est capable d'être auteur. Parce que tout le monde est capable de tenir un crayon ou même de raconter des histoires verbalement. Après ça, ça c'est vraiment la base. Mais en pratique, tu sais, c'est sûr que d'aller chercher des formations précises sur ce qui t'intéresse. Si tu, par exemple, si tu aimes écrire quand tu es au secondaire, que tu aimes le français, que tu es à l'aise, que tu as le goût de continuer là-dedans, mais tu sais, de continuer, puis sans nécessairement te fermer de porte, mais tu sais, de pousser un peu ça au cégep. Puis après ça, peut-être au cégep d'essayer des trucs, différentes formes d'écriture, pour voir un peu qu'est-ce qui te plaît plus, parce que, tu sais, comme on le disait tantôt, il y a vraiment, c'est très éclaté, il y a plein de possibilités, écrire pour la télé, pour les livres, pour écrire des manuels scolaires. Puis, donc ça, c'est un chemin. Le chemin, dans le fond, pédagogique là, de l'école. Après ça, ça peut être l'université en littérature ou en d'autres choses. Mais, justement, tu n'es pas obligé d'aller en littérature non plus. Parce que souvent, ce qui est intéressant, c'est quelqu'un qui maîtrise l'écriture, mais qui a quelque chose de différent à raconter. Oui. Fait que si tu as, par exemple, un background, je sais pas moi, comme, mettons, Cathy Reich, qui est une auteure de Montréal, qui écrit plein de livres. Elle est anthropologue judiciaire. Ouais. Fait que c'est ça qui est intéressant, tu sais, dans le fond, elle sait écrire, elle sait raconter des histoires, mais elle a un background qui est vraiment très différent, puis qu'on connaît pas. Donc ça, c'est le fun d'avoir cette espèce de juxtaposition-là entre des choses que tu connais qui sont dans n'importe quel domaine, puis avec la capacité d'écrire les histoires. Mais après ça, tu sais, tenir un journal, c'est une bonne idée. D'abord, c'est très bon pour la santé mentale. Oui. Puis c'est bon aussi pour la plume, pour pratiquer. Tu sais, c'est vraiment comme n'importe quel autre métier. C'est en le faisant que tu deviens bon. Donc, si tu veux faire un blog sur Internet, si tu veux, tu peux faire ça. Donc, puis il y a aussi, tout bêtement, de te lancer dans le vide, tu sais, de dire, tu as lu beaucoup dans ta vie, tu penses que tu es capable d'écrire, par exemple, un livre jeunesse, tu en as écrit quelques-uns, tu as commencé des histoires, c'est pas super bon, mais finalement, tu en as fini un, puis je pense que c'est correct, finalement, tu l'envoies à des éditeurs. Ouais. Tout simplement. Puis, il y a des bonnes chances que ça ne soit pas pris. Ouais. Mais ça se peut que ça soit pris. Ah oui. Puis, peut-être que tu vas tomber sur des éditeurs
plus sympathiques, qui vont dire, il y a quelque chose là-dedans, travaille tel point, ou renvoie-nous ça plus tard. Puis juste Ouais. jamais arrêté d'écrire, puis de prendre les conseils que les gens donnent. Tu sais, à chaque fois que je finis quelque chose, j'ai hâte de recommencer quelque chose parce que je vois les défauts de ce que je viens de finir. Fait que, Ben, des fois, on est trop critique aussi ben envers oui, nous. mais en même temps, oui, 100% raison. Il y a quand même une balance à trouver parce que en même temps, je pense qu'il faut aussi avoir un regard critique sur ce qu'on fait Oui. pour être capable de s'améliorer. Euh, il y a, il y a des, bêtement, il y a des livres qui existent aussi sur le métier d'auteur. Moi, je pense que le livre qui m'a le plus parlé sur le métier d'auteur en général, c'est le livre, je sais pas c'est quoi le titre, là, c'est un livre de Stephen King. OK. Ouais. Étrangement, qui s'appelle, je pense, c'est juste sur l'écriture, une affaire comme ça. Là. OK. Puis, fait que toute la première partie du livre, la première moitié du livre, il raconte son parcours à lui. OK. Comment il a commencé à écrire des nouvelles, des cours d'histoire qu'il envoyait à des revues. Puis comment ça lui a pris des années avant de vendre un premier texte. Puis dans son bureau, il y avait un clou planté dans le mur, puis il mettait dessus, il pinait toutes les lettres de refus qu'il avait reçues. Puis il y avait un paquet de ça. Mais pour lui, c'était quand même une motivation. OK. Fait qu'il continuait. Puis à un moment donné, ben, il a eu une job dans un journal. Fait que là, il y a eu, à ce moment-là, un éditeur qui l'a accompagné, puis qui a montré certains trucs du métier. Lui a commencé à maturer, puis ses pièces ont commencé, pas ses pièces, mais ses histoires, ses courtes histoires ont commencé à être publiées. Puis il a fini par devenir l'auteur qu'on connaît. Mais tu sais, ça aussi, par exemple, ça pourrait être un chemin intéressant pour des auteurs qui commencent. Il existe des revues, il existe des recueils qui sont publiés de cours d'histoire. Fait que pourquoi pas commencer par ça, tu sais, écrire des cours d'histoire, c'est moins engageant. Puis ça te permet de pratiquer. Puis peut-être que c'est comme ça que, tu sais, si tu es publié de temps en temps, ben, tu montes une espèce de portfolio, là, de CV qui va te servir après ça quand tu vas avoir des textes plus consistants, plus gros à offrir. Oui, effectivement. Wow. C'est un gros métier, hein, finalement. Ben oui, c'est Oui, ça. c'est ça. Ben, c'est comme n'importe quel métier, je pense, tu sais. Ça a ses particularités, Oui, exact. ses c'est ça. bizarreries, Oui, c'est ça. tu sais, mais ça peut être extraordinairement gratifiant. Ouais. Tu sais, il y a une des choses que j'aime beaucoup dans l'idée d'écrire, c'est que tu fabriques quelque chose qui n'était pas là avant. Oui, exact. Puis, tu sais, en général, avec les métiers de création, c'est ça, tu sais. Si j'avais pas inventé l'histoire de voleurs d'occasion, on ne serait pas là aujourd'hui. Non. Tout ça n'existerait pas, les murs ici n'existeraient pas, les comédiens n'auraient pas de travail, les gens ne viendraient pas dans la salle. Ça, pour moi, ça a beaucoup de valeur, ça. Ben oui, c'est T'sais, sûr. puis j'imagine que les gens qui écrivent des livres, de voir dans leur bibliothèque, la tranche de tous les livres qu'ils ont écrits, là, ça, j'imagine que ça doit être vraiment satisfaisant. Oui, un sentiment vraiment de reconnaissance. Ben, de d'accomplissement, travail, oui, exact. de créer, tu vas laisser quelque chose dans ce monde, là, tu Oui. vas, t'es pas juste comme une étoile filante, là, tu C'est vas ça. laisser un petit quelque chose qui va te survivre, peut-être pas longtemps, mais qui va te survivre un peu, tu sais, Ben fait que, oui. voilà. Puis, qu'est-ce que tu donnerais, mettons, à la future génération ou aux futurs auteurs de ce monde qui t'écoutent en ce moment? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Peu importe. Première chose qui te vient en tête. C'est une bonne Écrire. question. Ben, écrire, Écrire, ok. c'est vraiment aussi bête que ça. C'est comme n'importe quel autre métier. C'est un métier que tu apprends en le faisant. Puis
en apprenant de tes erreurs. Puis faut pas être... faut pas être en amour avec ce qu'on fait. Exact. Parce que faut que tu y ailles par étapes. Tu fais un premier jet, puis c'est un genre de brouillon. Tu sais, c'est comme quand tu fais un dessin, mettons, tu fais un premier brouillon, bon, ok, puis après ça, tu repasses avec tes crayons, ton encre, tes crayons de couleur, tout ça. Mais le premier brouillon, c'est un brouillon, là. Fait que, tu sais, la première fois que tu jettes ton histoire sur le papier, ben, c'est juste ça. Puis, il faut après ça être capable de se dire, ok, prendre le recul, dire, ok, ça c'est intéressant, ça c'est moins intéressant, t'en gardes, t'en enlèves, tu pousses, tu explores tel truc. Mais ça, il faut juste s'y mettre, tu sais, s'asseoir, puis se donner du temps. Pour vrai, écrire un journal, c'est vraiment une bonne façon de le faire, parce que tu racontes une histoire, dans le fond, tu racontes l'histoire de ta journée ou de ta semaine, ou je sais pas. Donc, tu vas finir par développer des trucs à force de le faire, tout simplement. Mais donc, oui. voilà, ce serait le conseil que je donnerais. Ah, super! Ben, c'est déjà la fin, Claude. Oui, ça a super été intéressant. Claude Montminy, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux qu'on pourrait te suivre ou est-ce que tu veux parler un peu de où qu'on peut acheter nos billets pour la pièce de théâtre? Bien, en fait, oui, on est dans la magnifique Roche-à-Veillon à Saint-Jean-Port-Joli. Je suis le co-directeur du théâtre ici avec Sébastien Dorval qui a fait la mise en scène de la pièce. La Roche-à-Veillon, c'est le deuxième plus vieux théâtre d'été au Québec. Ouais. C'est un des deux seuls qui est encore dans sa grange d'origine. C'est un voyage dans le temps. Le théâtre d'été, en plus de ça, c'est purement québécois. On trouve ça nulle part ailleurs dans le monde. Donc, je pense qu'on peut être un peu chauvin, puis continuer à vivre ça, cette expérience-là. Puis à la Roche-à-Veillon, en plus de ça, ils servent des plats typiques Ouais. de ce que nos grands-parents nous faisaient. Ouais. Donc, il y a une espèce de petit voyage dans le temps avec ça à faire. Puis, bien manger, venez voir une pièce où on rit beaucoup après. Je veux dire, il n'y a rien de mieux. Donc, larocheaveillon.com. On peut faire ça. C'est Internet ou sinon sur place à la Roche-à-Veillon Absolument. au guichet. Puis à chaque été, vous recevez quand même beaucoup de monde. C'est étonnant. Est-ce que vous faites le calcul à chaque fois, puis à la fin, vous faites un total? Tu sais, mettons, bon an, mal an, on fait entre 8 000, puis ça a déjà été jusqu'à 12 000 personnes. Quand même. Cette année, on va peut-être aller vers 9 000, 9 500 peut-être, parce que ça marche super bien. Fait que, voilà, oui, mais on fait 46 représentations cette année, peut-être plus l'année prochaine. Fait que, on est là-dedans. Wow! Ben merci Claude d'avoir pris le temps de venir sur mon podcast. Merci à toi, c'était super intéressant puis nécessaire. Super, ben merci, à la prochaine. Bonjour, c'est encore moi. J'espère que vous avez apprécié l'épisode avec Claude. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre sur Demain, ça sera nous podcast sur Instagram et meg.bourgo, mon compte personnel sur Instagram. Sinon, larocheaveillon.ca, qui est le site internet pour commander les billets pour la pièce de théâtre Voleur d'occasion. Et sinon, juste peut-être venir faire un tour à La Roche-à-Veillon au restaurant. C'est vraiment bon et on a un bon personnel, une bonne accueil, puis c'est tout le temps plaisant de venir manger dans une grange et de venir manger aussi des plats typiquement canadiens. Donc sur ce, à la prochaine! Demain, ça sera nous.